Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, au cas où vous ne l'auriez pas vu, nous sommes lundi, parce que forcément, tout le monde, il y a peut-être des gens qui dorment encore à cette heure-ci, Philippe David. Ouais, à 17h, c'est vraiment la fin de la sieste. Des gens qui travaillent la nuit, qui se réveillent et qui disent « Ah oui, on est lundi ». Il y a peu de Marcel Proust. Moi, personnellement, j'irais bien dormir. Eh bien, il faudra attendre un petit peu. Voilà, c'est ça, poser la tête, on va s'occuper de tout. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, c'est lundi. Une semaine qui démarre avec Sud Radio et Les Vraies Voix. Et on est bien sûr, comme chaque jour, ravis de vous retrouver. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. L'antenne est ouverte, bien entendu. Et au sommaire de cette émission, on y va direct. On va revenir sur Sainte-Soline, sur les retraites. Craignez-vous que la France bascule dans le chaos? Pour l'instant, vous nous dites oui à 54%. Les mobilisations contre la réforme des retraites se succèdent avec son lot de violences, d'incendies volontaires, de saccages. Samedi, dans les Deux-Sèvres, des affrontements contre les méga-bassines ont fait plusieurs blessés graves du côté des manifestants et des forces de l'ordre. À la veille de cette nouvelle journée de mobilisation, la tension ne cesse de monter, Philippe. Oui, Cécile, le gouvernement prend le parti du camp de l'ordre pour tenter de calmer les choses, un parti qui lui semble risqué. Selon une étude de l'Observatoire Société et Consommation, un Français sur deux estime que dans les mois à venir, des actions militantes violentes seront nécessaires pour contraindre les hommes politiques à prendre en compte l'avis de la population. Alors, est-ce que vous craignez le chaos en France? Est-ce que vous craignez un nouveau mai 68, voire même un nouveau mai 68 Empire? Est-ce que vous pensez que les choses vont se calmer? Venez nous le dire. Dans tous les cas de figure, on attend vos appels. C'est Aude qui vous prendra en ligne au 0826 300 300. Et puis à 18h30, eh bien, la France est réputée pour la qualité de ses forces spéciales qui interviennent sur des terrains de conflit pour faire face, entre autres, au terrorisme. Un maillon essentiel de la puissance militaire de la France, air, mer et terre. On va y revenir à l'occasion de la 6e édition du SOFINS qui ouvre ses portes en Gironde dès demain. C'est le rendez-vous européen qui regroupe les équipementiers des forces spéciales et des unités spéciales. Philippe. Oui, Cécile, on va parler innovation et haute technologie. Pendant 3 jours, les TPE, PME et grands groupes industriels proposeront tout type de matériel adapté aux besoins des opérations spéciales. Le général Christophe Gomard, ancien commandant des opérations spéciales et de la direction du renseignement militaire, seront avec nous, tout comme Benoît de Saint-Sermin, le fondateur du SOFINS et président du Cercle de l'Arbalète. Et on va entendre des nouveautés technologiques absolument incroyables. Vous restez avec nous, on vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, c'est notre force spéciale. J'aimerais, ça va, Philippe? Mais je crois que je serais plus compétent au sujet de moi-même que sur le sujet qu'a choisi Philippe David. C'est un partenariat Sud Radio, cher ami. Mais je sais que vous connaissez aussi tout ça, Cécile. Mais mon Dieu, ça va être passionnant. Je vais apprendre plein de choses. Eh ben, nous aussi, on a appris plein de choses. Et bonjour Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Comment ça va, Elisabeth? Ça va super. Bon, vous êtes belle, vous êtes fraîche, vous avez l'air d'être en forme. Je sais pas, mais je pense qu'une visite chez L'Ophtalmo s'impose rapidement pour Cécile de Ménibus. Voilà la galanterie. Non mais maintenant on a voulu l'égalité, on a la bougeaterie. Là on frise la connerie, j'allais dire. On est limite. Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien chef du RAID. C'est pas une unité spéciale, c'est pas une force spéciale, c'est une unité spéciale. Oui. Et auteur de ce livre qu'il faut absolument lire et qui est déjà, je dois dire, je ne sais pas si vous le saviez, Philippe David, mais en tout cas, il est, il y a peut-être des prix sur ce livre. Ça s'appelle Les Hommes en Noir. Alors il n'y a pas de prix encore, il est présélectionné. En vue. Il est présélectionné pour 2 prix. Ouais. On continue le combat. On continue le combat, voilà. Et je dois dire que vous êtes ravissantes toutes les deux. Les dames qui sont sur ce plateau. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est honteux ce que dit Philippe. C'est honteux. Philippe David, c'est la division, alors que vous, spécial, et vous, c'est l'unité spéciale. Ouais. Par contre, ne m'attaquez pas en justice parce que j'ai dit ça, les mesdames. Ah oui. Non. On vous incite plutôt à le faire. On aime les compliments sexistes. Vous n'avez pas rajouté, elles sont intelligentes aussi. Mais ça parce que tout le monde, tous les auditeurs le savent. Voilà. Mais en fait, Jean-Michel Fauvergue, il envoie les petits mots comme ça au fur et à mesure. Il donne pas tout d'un bloc. Ouais. C'est-à-dire, il monte crescendo. Oui, on comprend, c'est ça la base. C'est comme un col du Tour de France et petit à petit. On distille l'information. Je l'apprends politique, ça. C'est un fin négociateur. Surtout quand on n'a pas d'information. C'est ça.
Lionel est avec nous au 0826 300 300. Il nous appelle de Grasse. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir à tous, très beau et frais aussi. Moi aussi, je veux un compliment, il n'y a pas de raison. Vous êtes très beau, Lionel, et très frais, sachez-le. Merci. Et vous êtes ravissante. Ouais. Et vous êtes l'opposé de la ville dans laquelle vous habitez, puisque vous habitez Grasse. Donc vous êtes l'opposé. Voilà, vous êtes plutôt filiforme. Vous savez qu'avant Grasse, c'était plutôt dans Zola, quand dans Nana, par exemple, il dit toutes les 3 secondes qu'elle est grasse comme un signe de sa grande beauté. C'est ça. Et votre Grasse. Les physiques hollandais, Bah oui. Pas hollandais d'aujourd'hui. Hein. Philippe, quand il dit ça, il a les yeux qui rentrent. Je sais pas. Oui, là, Philippe a les yeux qui s'illuminent. Un jour, on devrait avoir une incarnation à chaque fois qu'on parle de femme. C'est ça. Lionel, vous faites quoi dans la vie, si on peut vous demander? Je suis chef d'entreprise. Très bien. Vous vendez quoi? Vous fabriquez quoi? Vous faites quoi? Je fais de la formation spéciale. Je suis structure du bâtiment. Voilà. Très bien. Un méchant patron, buveur de sang des ouvriers. Formation spéciale. Ouais. Attendez, pardon. Vous faites de la formation spéciale? Non, de la fondation. De la fondation spéciale. Je répare les bâtiments. Vous réparez les bâtiments, magnifique. C'est un métier, c'est un secteur qu'elle vend en poupe. Et puis c'est un job en béton. Oh non, pitié. Alors les jeux de mots pourris comme ça, je peux en trouver plein aussi. Tu peux pas faire ça avec les auditeurs, ils ont pas l'habitude de tes blagues pourries. Non mais il peut pas faire ça tout court. C'est ça. Le problème c'est. Mais comme on augmente, il peut la répéter chaque fois. Ouais. Vous pensez qu'on est du 6e âge pour que vous puissiez raconter toujours les mêmes vannes, Philippe Davies, et qu'on s'en rende pas compte? Vu votre mémoire, oui. Oui, c'est vrai que vous avez pas tort. Lionel, écoutez cette chanson du jour. Tiens, ça me donne envie de danser des slows, ça. Oui. Maria Carré qui fête aujourd'hui, on ne devrait pas dire son âge, mais qui fête son petit 54 ans, toujours au top Maria Carré. Voilà, bon anniversaire Maria Carré. On aurait pu vous mettre la chanson de Noël qui cartonne, qui lui rapporte beaucoup d'argent. Et on s'est dit, 27 mars. et puis on s'est dit financièrement on va se calmer parce qu'elle a déjà beaucoup gagné. Vous restez avec nous, cher Lionel, pendant toute cette émission puisque vous êtes notre vraie voix auditeur. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est un réquisitoire contre les républicains chamboulés qui voudraient rejoindre Macron, Philippe Bilger. Oui, parce que j'ai vu qu'il soit chamboulé, je n'en doute pas, depuis quelque temps, et peut-être qu'il y a une forme de contagion qui m'atteint aussi parfois. Moi qui continue contre vents et marées à défendre les républicains en contredisant ceux qui les estiment morts depuis plusieurs années. En tout cas, ce sont des moribonds tenaces. Mais plus sérieusement, je crains que la volonté de certains de rejoindre Emmanuel Macron et Renaissance ne soit pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, une solution d'espérance, mais plutôt un acte de désespoir. Parce que signifie pour une structure qui a une identité d'aller rejoindre un autre corps qui va lui faire perdre son identité? C'est comme si la France décidait de se dissoudre dans la pensée de tous ceux qui n'en veulent pas. Voilà. C'est comme si la France décidait de se dissoudre dans l'Union européenne. C'est trop gentil. Alors c'est marrant. D'abord, je voulais quand même dire que je voulais le dire depuis longtemps. J'admire Philippe qui fait chaque jour ses interventions sur la moindre note. Moi, je parlerai 4 heures si je devais faire. Mais vous êtes beaucoup plus doué que vous ne pensez. Non, pas du tout. Mais alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est sur 2 points. La première, c'est que précisément, je me désole que les Républicains n'aient plus d'identité, et je pense que c'est la stratégie UMPiste, c'est-à-dire l'alliance en gros de la droite orléaniste et de la droite bonapartiste, pour aller vite, qui en est responsable. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir en France un grand parti conservateur, mais les macronistes ou les néo-macronistes ou les crypto-macronistes n'ont rien à y faire. Et je pense au contraire que ce serait une clarification. Si ça n'est pas comme vous dites, ils y vont parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais pour ceux qui y vont parce qu'ils se sentent plus proches de Macron... C'est une conviction, Eh bien, je pense que c'est une clarification absolument salutaire, qu'il ferait mieux d'y avoir 2 partis,
Ça ne me gêne pas, Elisabeth. Non, moi, ce que je ne supportais pas, c'est l'idée d'embarquer tout le parti là-bas. Ah oui, non, pardon, je vous avais pas compris, parce que aujourd'hui, au contraire, mais je m'arrête là-dessus, il me semble qu'il y a un problème d'identité chez les Républicains. On ne sait plus qui ils sont. Jean-Michel va peut-être m'éclairer. Jean-Michel Fauvert, qui les a fréquentés longuement. Oui. Moi, je voulais vous dire d'abord que y a deux types de républicains. Il y a ceux qui sont au Sénat et ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Le Sénat était droit dans ses bottes et a voté sur une loi qu'il défendait depuis longtemps, le report de l'âge de la retraite, et qui défendait jusqu'à 65 ans. Je rappelle que chaque année, on avait le chef des sénateurs LR qui faisait un amendement sur la loi de finances pour que la retraite soit reportée à 65 ans. Non, ceux qui ont perdu leur boussole, ce sont les républicains qui sont à l'Assemblée nationale. Il y a un vrai gros problème, et ça, moi je les ai connus en tant que collègues députés. Ils étaient déjà fortement déboussolés. Là, ils savent plus du tout où ils en sont. Moi, l'idée, ça serait peut-être effectivement qu'il y ait une clarification, de savoir si on peut faire une majorité de gouvernement ou du moins augmenter la majorité relative aujourd'hui avec un certain nombre de républicains qui méritent leur nom, qui sont républicains dans l'âme, et qui puissent voter des choses qui leur agréent et non pas voter contre des choses qu'ils ont défendues depuis très longtemps. Ça, en République, les Français n'en veulent plus, et ils en veulent plus depuis très longtemps, puisque nous, on a été élus en 2017, je m'en rappelle, on a été élus sur le fait de ne pas faire comme les autres. Bon, on a fait exactement comme les autres, je vous rassure, mais on a été élus là-dessus. Les Français en ont marre de ces gens... Oui, de ces gens qui arrivent au pouvoir en disant le contraire de ce qu'ils prônaient avant quand ils n'étaient pas au pouvoir, et vice-versa. Jean-Michel, n'oubliez pas une chose, c'est que la motion de censure n'était pas destinée à valider ou non les retraites, mais simplement à manifester une opposition claire ou nette, une adhésion au gouvernement. Et donc je considère que les Républicains qui l'ont voté ont été cohérents. Oui, mais non, Philippe. Pourquoi Moi, je suis sur la ligne Fauvert. Pourquoi avons-nous eu une motion de censure? Nous avons eu une motion de censure parce que les Républicains étaient à la rue et ne se sont pas retrouvés. Et à l'intérieur des Républicains, vous avez des gens qui mènent une fronde, comme l'ont fait les socialistes à leur époque. Bien sûr. Eh bien, vous restez avec nous. Bien entendu. Vous pouvez commenter ce qui vient d'être dit. C'est intéressant sur les plus intéressant comme Elisabeth Lévy. Je me rattrape là. Je vais lâcher mon fromage comme ça. Est-ce que je peux dire à Lionel que moi, pendant 13 ans, j'ai vécu à Grasse et que c'est une ville formidable. Vous lui direz au 0826 300 300 dans un instant. Sur le plan du parfum. On va revenir dans quelques instants sur les mobilisations contre la réforme des retraites, contre les méga-bassines qui tournent au chaos. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que finalement ça va être le commun de ces manifestations? On est à la veille d'une autre mobilisation demain. Est-ce que vous créez que la France bascule dans ce chaos? 0826 300 300. Pour l'instant, c'est un léger oui à plus de 51%. Vous attend au standard. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue surtout. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Jean-Michel Fauvert, ancien député et ancien chef du RAID, devenu auteur aujourd'hui, avec ce livre Les Hommes en Noir qu'on vous incite à lire, bien entendu. Et on va revenir sur à la veille de cette mobilisation. Est-ce que vous craignez que la France bascule dans le chaos? Et comme disait justement Elisabeth Lévy, est-ce que vous avez envie que ça bascule dans le chaos? 0826 300 300 pour vous faire entendre, quoi qu'il en soit. Tout de suite, 3 mots dans l'actu, et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Et ces 3 mots dans l'actu sont institutions, moteurs et dépanneurs. La France insoumise veut délégitimer les institutions. Selon Emmanuel Macron, le chef de l'État vient de lâcher de nouveaux petits commentaires à des responsables de sa majorité relative. Les 27 pays de l'Union européenne redisent vouloir sortir des moteurs thermiques d'ici 2035. L'Allemagne lève son blocage contre des exemptions pour les carburants synthétiques. Et puis quand un dépanneur breton refuse la réquisition du préfet pour débloquer un dépôt pétrolier lors d'une manifestation, il a été jugé puis finalement relaxé au tribunal de Brest. Nous serons avec lui dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Il est tout chaud, le nouveau off présidentiel vient de tomber et je vous le cite.
Il y a un réel projet politique mené par la France insoumise qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable, délégitimer nos institutions. Voilà ce qu'Emmanuel Macron vient de déclarer devant des responsables de sa majorité présidentielle, devant des ténors aussi du gouvernement réunis à l'Élysée. La prochaine étape, c'est la délégitimation du Conseil constitutionnel, a poursuivi le chef de l'État. Il appelle son gouvernement à tendre la main aux syndicats, à essayer d'élargir la majorité actuelle en menant, je cite, des consultations au bord de la majorité actuelle. Des propos tenus à la veille d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Les renseignements s'attendent à une hausse de la participation des jeunes mobilisés notamment sur la question des violences policières. Philippe Bilger, réaction. Je trouve que le président a totalement raison en ce qui concerne LFI. La volonté des LFI est de délégitimer, la démocratie par les violences qu'elle suscite, par l'approbation qu'elle donne à tout ce qui crée des violences policières, c'est clair. Alors le Conseil constitutionnel, j'en suis moins sûr, je vois pas quel serait l'intérêt. Ou alors il faut considérer qu'elle est met en cause tout ce qui relève de la France officielle. L'excellente Elisabeth Lévy. Oui, non, mais sur le projet même de zadisation de la France, ce qui est intéressant, c'est que tous les sondages montrent qu'à l'issue de cette séquence, justement, si on fait le match Mélenchon-Le Pen s'en sort beaucoup mieux, précisément parce qu'elle ne donne pas ce sentiment qu'elle veut juste tout casser, semer le bazar. Et par ailleurs, je suis assez convaincu que avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est quand même très idéologique, Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, ce sera le Venezuela. Moi, j'émigre le lendemain. Je veux dire, Jean-Michel Fauvergue. Vous allez au Venezuela. Le Venezuela viendra à nous, mon cher Philippe. C'est ça le problème. Pardon. Oui, mais d'une manière générale, il a tort de limiter à LFI, le président de la République. Toute cette extrême gauche, cette ultra gauche, effectivement, revendique le chaos. Mais c'est pas seulement les formations politiques. Vous avez des formations syndicales, y compris dans la magistrature. Vous avez des ONG. Vous avez des profs d'université aujourd'hui. Vous avez tout un microcosme, et j'espère que ça deviendra pas un macrocosme, mais un microcosme dans ce domaine-là qui est là pour porter le chaos et faire en sorte que les règles de la République ne soient plus appliquées du tout. C'est tout à fait juste qu'on a une sorte d'écosystème, mais ce qui est sidérant, c'est le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que quand vous êtes d'extrême gauche dans ce pays, vous avez la presse avec vous, vous avez une espèce d'indulgence, la violence d'extrême gauche. Si vous voulez, il y a toujours « Ah oui, c'est pas bien, mais la vraie violence vient de l'État, et ceci, cela, et toutes ces âneries. » Et il y a même une indulgence pour les députés LFI et leur comportement qui est sidérante. Je pense notamment aux médias. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, quand il va à France Inter, je veux dire, franchement, on le câline, on le reçoit gentiment. Quand ils accueillent Éric Zemmour, quand ils sont bien obligés, par exemple, pendant la campagne, ils l'accueillent avec une Kalachnikov, quoi. Donc, ça ne le gêne pas. Qu'est-ce qui le gêne ? Éric Zemmour n'est pas vous avez raison, mais... Je me souviens comment il a répondu à France Inter sur sa partialité avec un courage intellectuel et médiatique auquel je rends hommage. Allez, vous avez raison, Philippe. On monte en voiture. Les 27 pays de l'Union européenne viennent de réaffirmer vouloir sortir des moteurs thermiques à partir de 2035. Oui, autrement dit, l'Allemagne lève finalement son blocage et ses réticences, elle qui avait fait volte-face sur ce sujet. Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne viennent d'approuver la fin des moteurs thermiques pour les voitures neuves à partir de 2035. Voilà, qui va devenir un bruit vintage petit à petit en tout cas, puisque c'est que pour les voitures neuves. Berlin lève son blocage en échange d'exemptions pour les futurs carburants synthétiques. Le texte va contraindre les automobilistes à ne plus émettre aucun CO2, ce qui va interdire de fait les véhicules essence, diesel, les hybrides, tout ça au profit du tout électrique. Ce règlement est l'un des piliers du plan climat européen pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Jusqu'au jour où on nous dira que l'électrique, c'est dangereux. On a fait avec le nucléaire et avec toutes ces... C'est-à-dire
dire, l'idéologie est aux commandes, ils sont tout contents, ils se regardent dans leur miroir écolo, là, ils sont tout contents de se voir si beau, et bien entendu, ça va s'avérer être une catastrophe pour l'industrie automobile européenne, parce que je vous rappelle que le monde ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Absolument. Un petit mot, Jean-Michel Fauvergue. Je ne suis pas sûr que ça soit une catastrophe. Quand on voit le prix des voitures chinoises ou vietnamiennes. Ce qu'il y a de bien dans cette affaire-là, c'est que pour une fois, on a réussi à contrer l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pas sur le bon dossier, à mon avis. Il y a beaucoup d'autres dossiers sur lesquels on va continuer à se battre. Quand on regardera combien coûte un gros SUV avec une grosse... sûr. Ce que ça coûte. On verra d'ici là, mais il était important quand même qu'on arrive à contrer l'Allemagne sur ce dossier-là. Et vous, et la suite, on termine sur le procès de ce dépanneur qui avait désobéi à une réquisition du préfet. Oui, le préfet lui demandait de venir enlever des engins bloquant le dépôt pétrolier de Brest. C'était il y a un an lors d'une manifestation de professionnels du BTP contre la hausse des prix du carburant. Ce dépanneur de poids lourd avait refusé, expliquant que les manifestants étaient ses clients, qu'il craignait aussi pour la sécurité de ses salariés. Résultat, il s'est retrouvé jugé par le tribunal correctionnel de Brest. Le parquet réclamait une amende de 850 €. Il risquait même, selon son avocat, de se voir interdit d'exercer sa profession. Finalement, il est relaxé. Bonsoir Dominique Tanguy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes donc ce fameux dépanneur à Plouzané dans le Finistère. Relaxé, j'imagine que vous êtes plutôt soulagé. Vous aviez refusé la procédure dite de plaider coupable. Tout à fait. Tout à fait. Non, je suis très content pour la profession. Il n'y a pas que moi. On est une profession qui intervenons régulièrement pour les services de justice et préfectorales. Notre métier n'est pas d'aller déloger des manifestants, je le répète encore une fois. Donc, très satisfait du jugement. Pour vous, il s'agissait de défendre finalement le droit de grève, quoi. Non, c'est si vous voulez, à l'heure actuelle, le problème, c'est que le monde, on réquisitionne à tout va. Vous voyez bien, maintenant, des grévistes sont réquisitionnés par principe par rapport à un service de continuité. Bientôt, il n'y aura même plus le droit de faire grève si on continue comme ça. Oui, donc c'est bien pour défendre le droit de grève, c'est ça de dire... Non. C'était pas grève, là, c'était des manifestations et un blocage lié à une augmentation du carburant, qui est toujours d'actualité, en plus. Vous savez, mes amis des travaux publics sont toujours au même point. Ça n'a pas avancé. Pour petite réaction d'Elisabeth Lévy, Dominique. Je vous suggère de venir faire un tour dans mon arrondissement parisien, où les réquisitions n'ont pas l'air de produire beaucoup d'effets, et où vous avez une minorité qui fait vivre tout Paris dans un environnement d'abord sale, dangereux, et qui devient réellement problématique. Alors moi, j'aimerais que le droit... Il y a plusieurs droits qui peuvent s'affronter. Le droit de grève existe, mais quand on réquisitionne, c'est aussi dans le cadre du droit. Moi, j'aimerais bien qu'on réquisitionne un peu plus à tout va. Dominique, il n'avait pas envie. Oui, moi, le fond du problème n'est pas ce que pensent les uns et les autres, ce que font les uns et les autres. Le fond du problème, c'est que quand une décision de l'autorité est donnée, il faut qu'elle soit suivie des faits. Et si elle n'est pas suivie des faits, derrière, il doit y avoir une sanction qui est appliquée. La problématique de notre pays, c'est qu'au niveau judiciaire, au niveau de la justice, on a un vrai gros problème de suivre les décisions de l'État et de condamner les délinquants aussi d'une manière générale. On a un vrai gros problème de justice dans ce pays. Vous n'aviez jamais entendu, Dominique, en tout cas, parler d'une procédure comme ça contre un dépanneur, hein? Je suis le premier. En tout cas, Dominique Tanguy est plutôt content d'être... Tout à fait, mais là, pour rebondir sur madame, parle des poubelles, je pense, qui traînent parce que les éboueurs sont en grève. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un État comme la France n'a pas d'autre moyen que de réquisitionner des gens pour aller évacuer des poubelles. C'est bien ça que vous dites. Ben oui, il n'y a pas puisque le maire ne fait pas son travail. Donc il n'y a que des éboueurs qui peuvent enlever des poubelles. Mais vous trouvez que vous ne payez pas assez d'impôts pour tout ça? On va pas commencer là-dessus. Merci mille fois. Merci beaucoup en tout cas, Dominique Tanguy. Dominique Tanguy, merci beaucoup, dépanneur à Plouzané dans le Finistère. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio en direct. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ces violences, ces saccages, ces incendies volontaires. Avec cette question, craignez-vous que la France bascule dans le chaos ou c'est ce que vous voulez? 0826 300 300 vous attend un standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue sur Sud Radio, c'est les vraies voix avec aujourd'hui autour de cette table Philippe Bilger qui est toujours là bien entendu, qu'on est ravis d'accueillir comme tous les jours. C'est Elisabeth... gentil ma chère Cécile. Oh je vous en prie Philippe, c'est cadeau, ce sera 10 balles. Elisabeth Lévy, directrice... Franchement on vous achète pour pas beaucoup ma chère Cécile. Non mais c'est pas ça, c'est qu'Elisabeth Lévy c'est tous les jours. Cher, hein. C'est tous les jours qu'il paye maintenant. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et Jean-Michel Fauvergue est avec nous aujourd'hui. Ancien député, ancien chef du RAID, avec ce livre Les hommes en noir chez Plon, voilà, que vous pouvez bien entendu acheter en plusieurs exemplaires. Voilà, je peux pas dire mieux. Jean-Michel Fauvergue. Par carton de 12. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Beaucoup. Tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La manifestation contre une retenue d'eau a rapidement dégénéré à Sainte-Soline. 4 véhicules des forces de l'ordre brûlés, 4000 grenades tirées par les gendarmes. Tirs de mortier, jets de projectiles et de cocktails Molotov, gaz lacrymogène et charges policières de l'autre. Le chantier de la méga-bassine avait des allures de bastion médiéval. Le bilan humain officiel est lourd. Plus d'1 millier de personnes extrêmement radicalisées, extrêmement violentes, qui s'en prennent aux gendarmes physiquement. La conséquence de la stratégie de la tension du gouvernement qui consiste à tirer avec des armes de guerre sur la foule a provoqué un bilan médical absolument désastreux. Je pense que Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à ce désordre et à ce chaos. Il y a des personnes qui sont défigurées et qui garderont à jamais les stigmates de cette journée. Et les mobilisations contre la réforme des retraites se succèdent avec son lot de violence, bien entendu, d'incendies volontaires, de saccages. Samedi, dans les Deux-Sèvres, les affrontements contre les méga-bassines ont fait plusieurs blessés graves du côté des manifestants et du côté des forces de l'ordre. À la veille de cette nouvelle journée de mobilisation, Philippe, la tension est déjà à son paroxysme. Oui, Cécile, et le gouvernement prend le parti du camp de l'ordre pour essayer de calmer le jeu. Alors, est-ce que pour vous, ça peut tenir? Est-ce que pour vous, vous avez peur que la France bascule dans le chaos? Demain, il y a une nouvelle journée de mobilisation, pas seulement à Sainte-Soline d'ailleurs, demain ce sera dans toute la France. Vous en avez peur ou vous dites non, ça va bien se passer dans tous les cas de figure? On attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Nicolas Corato est avec nous. Bonjour Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Philippe Bilger, certains de nos auditeurs qui pour l'instant nous disent oui, on craint un basculement à plus de 51%, nous disent que pour obtenir des choses, faut de toute façon passer par le chaos. Mais ça, c'est la perversion absolue d'aujourd'hui. Alors, pour une fois, je ne pourrais pas faire dans les nuances, d'abord parce qu'il faut aller vite et que Nicolas attend son tour de parole. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une forme d'indignation qui autorise le simplisme. Premier point, il est évident, et ça, il me semble qu'on ne pourra pas le discuter, que dans ces manifestants, il y en a qui se soucient comme d'une guigne du problème des bassines et qui n'ont qu'une envie, c'est de s'en prendre à la police, à la France officielle, pour déstabiliser encore davantage un pouvoir qu'il est déjà beaucoup à l'heure actuelle. Deuxième élément, je n'aime pas l'argument qui consiste à dire en réalité c'est parce qu'on a un service d'ordre impressionnant et nécessaire que des violences considérables se produisent. C'est un raisonnement cynique. Imaginons ce qui se serait produit s'il n'y avait pas eu ces 4000 grenades de désencerclement, si elles n'avaient pas été utilisées. Troisième élément, j'ai fini. Lorsque des élus participent à une manifestation qui n'est pas seulement non autorisée, mais interdite, eh bien, ils valident et cautionnent quelque chose de très grave contre la République. J'ajoute, en plus, ils ont le cynisme de dire que non seulement ils ne s'en repentent pas, mais qu'en réalité, ils sont là pour contrôler l'action de la démocratie. Ils se moquent du monde. Elisabeth Lévy, on a beaucoup de réactions sur Twitter. Lolo qui nous dit, c'est le gouvernement qui est fini, la politique est morte, le peuple a repris le pouvoir. Bon, écoutez, si le peuple, c'est des gens qui jettent des pavés sur les flics, je n'en fais pas partie. Je suis désolé. Ça, c'est un peu démagogique. Le peuple a repris le pouvoir. Non. Je veux dire, c'est pas le peuple. 4000 personnes, c'est pas le peuple. Il y a des tas de gens dans le peuple qui trouvent qu'on peut se protester par des moyens pacifiques et légaux. Il y a des gens qui manifestent, ça va être la 10e fois demain, de façon pacifique. Donc, si vous voulez, et cette opposition entre le peuple et les urnes, d'ailleurs, qui est issue de la Révolution française, bon, j'ai pas le temps, mais il faudrait quand même y réfléchir. Deux choses sur Sainte-Bassine, Sainte-Soline.
Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Je suis allé voir sur le site, là, ce que j'ai entendu ce matin. Il y avait à la matinale de Patrick Roger à Rouen-Seznec. Donc, après l'avoir écouté, je suis allé voir ces soulèvements de la terre, là. C'est des, excusez-moi, mais c'est des frappadingues qui comptent renverser le capitalisme. Ils n'ont pas remarqué qu'on était quand même une grande majorité à vouloir rester dans un système capitaliste. Donc, si vous voulez, ça n'a strictement rien à voir ils ont le droit avec les d'essayer. bassines. La deuxième chose, c'est que je suis navré, les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légale, ça veut dire qu'il peut leur arriver de l'exercer de façon illégale, mais il y a une présomption de légalité. Quand c'est quelqu'un qui utilise la violence contre les forces de l'ordre, il n'y a pas de présomption, il y a une certitude d'illégalité. Donc vous allez dans ces manifs-là et après en disant oui mais on emmène nos enfants. Ben non, t'emmènes pas tes mômes dans une manif interdite. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je voudrais, beaucoup de choses ont été dites que je partage. Je voudrais insister sur la partie asymétrique des choses. Quand vous avez un flic ou un gendarme qui tient un point sur une manifestation, il représente la loi. Quand on essaye de forcer ce point-là, évidemment c'est une agression. Quand on essaye d'agresser les flics et les gendarmes sur les points, c'est une agression sur laquelle il y a une riposte légale et légitime, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure. Mais la forme asymétrique, c'est la forme par les moyens aussi. Vous avez en face des flics, des gens qui ont des cocktails Molotov, qui veulent brûler du policier, qui veulent tuer du gendarme. Vous avez des pavés en béton tels que les collègues m'ont fait voir sur les photos, des pavés en béton dans lesquels il y a des clous et des vis qui sont coulés pour taper sur les flics et les gendarmes, pour les lancer sur les flics et les gendarmes. Vous avez... Est-ce que ça veut dire que là, on n'est plus du tout dans le message de la réforme des retraites, c'est ça que vous voulez dire? Bien évidemment. Vous avez des mortiers d'artifice. Vous avez des mortiers d'artifice. Vous avez des explosifs agricoles. Non, mais c'est ce qu'il y a eu aussi dans la réforme des retraites. Vous aviez un syndicat agricole. Donc on veut tuer du flic ou du gendarme et on agresse. Et je suis désolé quand dans une manif, pour en avoir fait 10 000, enfin peut-être même pas moins de 10 000, mais pour en avoir fait beaucoup. Comme manifestant ou comme force de l'ordre? J'ai fait les deux, mais depuis plus de 40 ans, j'étais du côté des forces de l'ordre. Pour en avoir vécu beaucoup, tant que vous n'agressez pas les policiers, vous ne subissez pas de violence. De réponse, du tout. Et il y a plein de manifs. Ça peut arriver aussi. Il y a plein de manifs qui se sont déroulés ces derniers temps de manière tout à fait calme avec les syndicats. Vous êtes allé en manif, vous voulez témoigner, on vous attend au 0826 300 300. Alors on aura peut-être le chaos du côté de Nicolas Corato. Nicolas, quand vous entendez ça, quelle annonce, quelle introduction. Avec cette question, est-ce que vous craignez que la France bascule dans le chaos? Pour l'instant, ils disent oui à 52%, en disant que finalement, c'est ce qu'on disait avec Philippe Bilger tout à l'heure, que visiblement les auditeurs nous disent on est peut-être obligé de passer par là aujourd'hui. Oui, je pense que c'est étonnant qu'on se pose la question aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs semaines, que plusieurs personnes qui ne sont pas d'affreux gauchistes, révolutionnaires, zadistes ou je ne sais quoi, alertent sur le climat social, je ne parle pas du climat politique, le climat social dans le pays qui est propice à l'expression d'un certain nombre de colères, certaines qui sont contrôlées par des corps intermédiaires tels que les syndicats. Ce sont les manifestations que nous avons vécues qui se sont très bien déroulées, et puis d'autres qui deviennent incontrôlées et incontrôlables parce que des éléments s'affranchissent de la loi, mais aussi parce que d'une certaine manière on a discrédité aussi ces corps intermédiaires. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une nouveauté et n'était pas imprévisible. C'était parfaitement prévisible. Ce qu'on n'arrive pas à prévoir, c'est l'intensité, c'est l'avenir et l'organisation de ces mouvements. Typiquement, il y avait qu'à lire Laurent Berger et Monsieur Martinez une semaine avant le 49.3 qui alertaient déjà sur leur incapacité prochaine à maintenir ces mouvements dans un cadre légal et dans un cadre proportionné. Donc ça fait un moment qu'il y a je reprends aussi plein d'études de l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Vous voyez, je suis large dans mon mais qui alertent sur la fatigue sociale en France, sur une expression de colère notamment chez les jeunes, d'incompréhension, de confusion par rapport à ce que pourrait être l'avenir. Bref, ce chaos, entre guillemets, dont vous parlez aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit complètement dans une situation de chaos. Beaucoup de journaux en parlent. Oui, mais c'est normal, ça fait vendre du papier. Mais attendez, aujourd'hui, vos auditeurs et nous-mêmes ne vivons pas dans une situation de chaos. Je pense qu'il y a des gens dans le monde qui vivent vraiment dans une situation de chaos et il n'y a pas de comparaison possible. La France n'est pas plongée dans le chaos, elle est plongée dans une crise sociale et désormais politique grave, avec quand même, au final, une question qui se pose, c'est quel prix est-on prêt à payer pour la paix civile de chaque côté de l'hémisphère? Non mais
Aujourd'hui, quel prix à la paix civile? Est-ce que la paix civile, ça ne mérite pas la suspension de cette réforme des retraites? Est-ce que la paix civile... Mais attendez, il y a vraiment une question. Qui a la clé pour sortir de tout ça? Est-ce que c'est les zadistes de Sainte-Soline? Est-ce que ce sont les jeunes qui bloquent les lycées? Est-ce que ce sont les syndicats? Pardon, qui a la clé de rétablir la paix civile et la concorde, voire même la mission qui lui est institutionnellement donnée par la Constitution, si ce n'est le président de la République? Nicolas Corato, excusez-moi, moi j'ai quand même envie à un moment de faire le contre-pied de ce que j'entends partout. Parce que on est dans un pays où 30%, 33% de la richesse nationale, qui accessoirement est produite par des actifs qui ne représentent plus que 26% de la population, qui doivent tirer tout le monde, tout le reste de la population. 33% de la richesse nationale, c'est la protection sociale. C'est-à-dire qu'il y a dans notre pays plus de pratiquement 2 tiers des gens qui vivent en partie, si vous voulez, d'argent public. C'est-à-dire de nos impôts, de notre travail, de nos cotisations. Est-ce que vraiment, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où on ne devrait pas dire aux gens que pleurnicher tout le temps n'est pas la bonne solution? Je ne suis pas nécessairement contre votre argument, je pense que c'est plus le sujet. Le sujet, pardon, et je pense qu'il y a une colère sociale. Et je pense qu'il y a une colère sociale qui dépasse très largement la réforme des retraites. Et c'est là où Emmanuel Macron est en retard. Le maître des horloges est en retard parce qu'il n'est plus question. Je ne sais même pas si la suspension de la réforme suffirait à faire rentrer les gens chez eux. Je pense que d'autres colères sont en train de s'amalgamer et que plus il prend du temps à réagir à la colère sociale qui s'exprime, plus il va être très difficile de détricoter ce système. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas dans la rue nécessairement contre la réforme des retraites. Ils vont vous parler du SNU, ils vont parler de Parcoursup, ils vont parler de la transition écologique. Comment on fait pour sortir à un moment socialement et politiquement et démocratiquement, bien entendu, de ce sujet-là? Plus on perd du temps, plus le mouvement effectivement sera juste avant de donner la parole à Philippe Bilger, est-ce que il y a les casseurs et les manifestants? C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Sainte-Soline n'a rien à voir ni avec les bassines pour certains. Mais on est bien d'accord. Et la violence n'a jamais été une réponse ou une solution. Ce qui est une réalité, c'est ce déferlement social qui devient de plus en plus intenable, qui devient de plus en plus ingérable, y compris par les pouvoirs publics. J'ajoute une dernière chose. Le parti de l'ordre, pardon, mais si le parti de l'ordre, politiquement, c'est de faire supporter par nos forces de l'ordre la pression et la violence du peuple parce que les politiques font défection, font sécession, ça n'est pas un choix politique, ni responsable, ni citoyen. Nicolas, comment un président peut-il répondre à une mise en cause de sa légitimité scandaleuse, puisqu'il faut attendre 2027, et vous avez totalement raison en disant que dans cette colère, il y a bien plus que les retraites ou les bassines. Comment faire pour qu'un président réponde à cela qui est antidémocratique? Écoutez, moi je comprends pas, par exemple, la fin de non-recevoir quasi méprisante pour la proposition de Laurent Berger, qui a pris un risque très important, y compris politiquement, dans son propre camp. Quand Laurent Berger dit « suspendons la réforme, mettons-nous autour de la table, discutons », je trouve pas ça, comment dire, extrême ou ultra de proposer ce genre de choses. Et je ne comprends pas pourquoi le président de la République ne saisit pas cette occasion de mettre une pause aussi sur le mouvement social. Jean-Michel recevoir Lionel. Je pense que tout simplement parce qu'il faut du temps, un tout petit peu de temps, et on en a encore. De toute façon, l'État n'est pas en train de craquer. Ne soyons pas, nous n'en sommes pas là. Mais il faut encore un peu de temps. Mais face à des discours non structurés comme les revendications, vous l'avez dit vous-même, Nicolas Corato, sur le SNU, le Parcoursup, la transition écologique, il y a des choses qui ont été faites. Le SNU, c'est une forte proposition. Alors les gens y adhèrent ou y adhèrent pas, mais c'est des propositions. Les discours en face ne sont pas structurés. Les propositions manquent. Elles sont pas là. Et je veux aussi appuyer sur le fait que le discours change. Laurent Berger, à un certain moment, disait retrait de la réforme. Il dit suspension maintenant. Oui, je pense que mais ça, pour rien, il prêche dans le désert. Attendez, c'est pas fini, c'est le début du discours. Il y a quelque chose qui est fait d'un côté, quelque chose qui sera sans doute fait de l'autre. Mais on est sur la suspension, donc on va voir comment les choses évoluent. Mais pour autant, il faut que l'ordre soit respecté et on peut pas accepter que policiers et gendarmes soient agressés par de l'extrême gauche et par des éléments de perturbateurs. 0826 300 Lionel qui vous laisse réagir. Lionel. C'est notre vraie voix. Oui, c'est votre vraie voix. Ouais. Moi, je pense que, en fait, si vous regardez bien un peu
tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que je partage un peu ce qu'ont dit les autres intervenants. On a une situation en fait de crispation totale. Quand vous gouvernez à coup de 49.3, que vous en balancez une dizaine comme ça, et que vous faites passer finalement toutes les lois de manière autoritaire, les gens se crispent et en fait on n'a plus la possibilité de discuter. Pour les bassines, en fait, si vous regardez bien le BRGM par exemple, vous mesure les hauteurs de nappes phréatiques tous les ans. C'est extrêmement précis. Le BRGM est une institution hyper pointue. S'ils vous disent qu'en hiver on peut pomper dans les nappes le trop-plein et remplir les bassines pour alimenter l'agriculture de l'été pour nourrir les gens, je vois pas en quoi ça pose un problème. C'est évidemment ceux qui ne seront pas raccordés parce qu'ils sont trop loin, parce que trop petits, mais peu importe. Évidemment qu'il va y avoir un petit peu de casse. C'est pas le problème. Le truc, c'est que on se retrouve avec des périodes de sécheresse. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, moi je travaille dans la Fondation spéciale et dans l'étude de sol. Les phénomènes de sécheresse sont vraiment catastrophiques et de plus en plus récurrents. Je peux vous assurer que si les agriculteurs qui eux dépendent de l'eau avaient des solutions pour justement garder un petit peu d'eau, et c'est pas une mauvaise solution. Ouais. On stocke de l'eau pour irriguer plus tard en Provence. Il y a des réservoirs partout parce que les anciens faisaient comme ça. Ils stockaient l'eau en hiver et ils arrosaient avec une partie de l'été parce que on n'a pas trop le choix. Si on n'a pas une pluviométrie comme en Asie par exemple avec des phénomènes de mousson ou des pluies plus importantes. Donc si vous voulez, ce genre de réflexions ont été mises en place et il y a eu un petit peu de contestation. Le problème, c'est que quand les gens contestent, ils font d'abord tous les recours légaux. C'est-à-dire, ils protestent, ils vont voir les maires, ils vont voir les préfets. Mais le problème, c'est que toutes ces choses, en fait, faites gentiment, sont balayées d'un revers de main avec un petit peu de mépris. Donc, les gens, en fait, ils montent en pression au fur et à mesure. Et c'est ce qui s'est passé identiquement pour les retraites. Les gens, ils ont essayé de proposer autre chose. Et au final, qu'est-ce qu'on leur balance? Un 49.3 dans la tête. Donc en fait, si vous voulez, se faire mépriser, se faire balayer comme ça tous nos arguments d'un revers de main, sans entendre en fait ce que les gens veulent et ce qu'ils attendent, ça crée des crispations. Moi, je rêve d'un système. Voilà, moi je rêve d'un système à la Suisse. Je suis désolé, mais ils gouvernent avec très peu de... Non, mais attendez, ils gouvernent avec... Lionel. Avec quelques votations. Allez, Lionel, vous restez avec nous parce qu'il faut absolument qu'on fasse une petite pause. On revient dans quelques instants avec le quiz de l'actu et on va garder Nicolas Corato. Allez, à tout de suite. Ah oui. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix avec Jean-Michel Fauvert qui est avec nous, avec Elisabeth Lévy, avec Philippe Bilger bien entendu, Nicolas Corato est resté avec nous et Lionel est avec nous au 0826 300 300. On n'a pas beaucoup de temps parce que Lionel il a beaucoup parlé tout à l'heure. Mais il a bien fait, Lionel, vous êtes qui avec nous. voulez-vous affronter? Vous affrontez qui? Elisabeth, parce que c'est la moins forte. Voilà. Faites donc un club avec Philippe David. La sainte Elisabeth, c'est pas aujourd'hui. C'est parti les amis. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, c'est une question Kikadi. Vous êtes prêts tous, chers amis? Kikadi, Jean-Luc Mélenchon et ses amis sont les rentiers de la colère. Macron. Non. Véran. Bonne réponse. Olivier Corato Nicolas. Nicolas Corato. Pourquoi Olivier? Pas du tout. C'est Olivier Véran et Nicolas. C'est Olivier Véran. Excusez-moi, Olivier Véran. J'ai fait un mix des deux. Je suis désolée. Pardon, Nicolas Corato. Et Lionel gagne donc 2 points. Kikadi. Kikadi. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à Sainte-Soline. Darmanin. Bonne réponse. Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel Fauvergue a commencé, mais Elisabeth, on met un point à chacun. Vous étiez vraiment il faut qu'Elisabeth ait 2 points. Gérald Darmanin. On met 2 points à Elisabeth. Question. Oh, merci Jean-Michel. Question Kikadi. Kikadi, j'appelle les Français à un sursaut. Le maintien de l'ordre républicain n'est pas négociable. Édouard Philippe, Macron. Borne. Non. Absolument pas. Non. C'est un député. Un député. Un député Renaissance. Oui. Tout d'un coup. Qui est-ce qui pourrait être ferme là-bas? Répétez-nous la phrase. J'appelle les Français à un sursaut. Le maintien de l'ordre républicain n'est pas négociable. Oui, je crois qu'il a les yeux bleus. Allez, on peut donner une piste. ancien maire de Poissy. Carl Olive. Bonne réponse de Nicolas Corato. On a bien fait de vous garder. On continue. Encore les Kikadi. La meilleure décision, c'est d'inviter l'intersyndicale sans attendre la décision du Conseil constitutionnel pour aborder tous les sujets, dont la réforme des retraites. Bonne réponse de Philippe Bilger. Ça marche aussi. C'était qui, pardon? C'était François Hollande. Kikadi. Ça est excellente. Si on va dans le jardin de Monsieur Mélenchon et lui dire qu'on va cueillir ses fleurs et piétiner son jardin, je pense qu'il n'aimera pas. Yael Braun-Pivet. Non.
Olivier Dussopt. C'est pas Véran, tout non, c'est un ministre. Attal. Non. Non. Béchu. Non. Les fleurs. Non. Un ministre, les fleurs. Agriculture, qu'ils appellent Poupou, non, Fesneau. Bonne réponse. Alors, elle avait dit le ministre de l'Agriculture. Oui. Ah non. Oui, non, là, quand même, je reconnais que Philippe doit avoir le poids. Voilà. Bon, alors, Philippe a les deux points. Je reconnais que Philippe doit avoir le poids. Rhubarbe et Séné, en quelque sorte. Voilà, en C'est quelque ça. sorte. Un partout, donc. Là, c'était pas Rhubarbe et Séné, mais Mélenchon et Fesneau. Qui a dit de Yaël Braun-Pivet? Elle n'est pas là pour être la représentante du gouvernement, la pointe avancée du macronisme qui sanctionne, qui dit quel est le bon ou le mauvais comportement. Bah, il faut, elle est là pour ça. Mathilde Panot. C'est LFI, ça, non? Oui. Députée femme. Non. Non, pas Panot. Mais même département. C'est une femme? Oui, même département que Panot. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Ah, c'est pas Soudet. Non. Non. Rachel Kéké. Oui. Non, elle est joyeuse. Attends. Gay. C'est Clémence Guettet. Clémence Guettet. Bravo. 0 point. Allez, le dernier. Vite, le dernier. Allez, c'est à vous. Voilà. Qui a dit aux affrontements, en ce qui concerne les affrontements à Sainte-Soline, il faut arrêter avec la fable des gens qui sont allés faire des petites balades bucoliques. Georges Pompidou. Non. Béchu. Bonne réponse de Nicolas Corat. Ce matin, chez vos confrères d'une radio de gauche. Et Lionel, vous avez gagné largement, mais Elisabeth Lévy n'était pas en reste. Elisabeth Lévy aimerait bien un peu plus de compliments sexistes au lieu de ses abanis. Vous avez tous les compliments du monde, Elisabeth. Parce que vous les valez bien. Merci beaucoup Nicolas Corato d'être venu, vous restez avec nous. On reste ensemble pendant quelques instants. Dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et juste avant, ce sera le coup de cœur de Philippe David. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, merci en tout cas de votre fidélité. Vous savez que l'antenne vous est ouverte 0826 300 300. Vous avez envie de parler peut-être de la manifestation demain, de dire que vous serez de nouveau dans la manifestation, que vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez peur effectivement de la violence. 0826 300 300. Et tout de suite, c'est le coup de cœur pour un très joli concert avec Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est le concert de François Chaplin jeudi soir à Paris. Oui, Cécile, jeudi soir à la salle Gaveau, jeudi 30. Vous écoutez un extrait de la grande valse brillante de Chopin, opus 34, numéro 3. Je fais silence. Alors c'est un virtuose du piano, vous l'avez compris, il va jouer du Bach, du Beethoven, du Chopin, du Schubert. Et inutile de dire que vu la tension qu'il y a dans l'actualité entre manifestations, ZAD, grenades de désencerclement, j'avais envie, comme la musique adoucit les mœurs, de faire ce coup de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, les vraies voix, Cécile, mais ça fait du bien par les temps qui courent, non? Philippe Bilger est conquis. Ah, mais je suis absolument ébloui par le talent de François Chaplin, que j'ai rencontré lors d'une sauterie, si j'ose dire, chez Babette de Rovière, et j'ai été frappé par l'intelligence de ce pianiste. En général, il y a des artistes qui ne parlent pas volontiers du processus de création, mais lui, il est passionnant, et l'écouter les jouer, c'est un bonheur, c'est vraiment... ça, naturellement, ça donne aux vraies voix un tour que... Il y a un peu de mélancolie là, ça détend dans ces moments de. Rappelez-nous quand a lieu ce concert. Jeudi soir. À la salle Gaveau. Eh bien, ça fait envie, cher Philippe, vous donnez envie. Vraiment. Voilà. Il suffit juste de pousser les poubelles et vous rentrez, c'est la première année. Je vois que vous savez être réaliste. Voilà, c'est ça. Cécile, vous aimez Chopin? Je peux pas moi. J'adore. C'est difficile de faire autrement. J'aime beaucoup la musique classique, moi, sachez-le. En attendant, si on mettait ça dans les manifestations, peut-être que voilà, les forces de l'ordre et les manifestants ça me rappelle courraient. Très joli moment sur la place de la République. Vous vous rappelez Nuit debout qui allait révolutionner la politique, mais il y a eu quand même un moment assez marrant qui était un moment suspendu.
Non, c'était il y avait un orchestre qui s'était formé comme ça de gens qui s'étaient contactés sur les réseaux sociaux et qui avaient joué sur la place de la République la symphonie du Nouveau Monde. Mais ce qui était marrant, c'est qu'ils nous expliquaient toute la journée qu'il faut pas de hiérarchie, que tout doit être horizontal. Il y a rien de plus vertical et hiérarchique qu'un orchestre symphonique. En fait. Alors il avait une baguette à la Luke Skywalker, un truc de genre laser, mais c'était quand même assez beau d'entendre ça sur la place de la République. Voilà, c'est ça. Allez, tout de suite le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et ça fait du clic et ça fait mal, surtout. Le site de l'Assemblée nationale bloqué plusieurs heures par des hackers pro-russes. Oui, attaque revendiquée par le groupe de hackers pro-russes No Name en riposte au soutien de la France à l'Ukraine. En essayant de se connecter ce matin, une bonne partie de l'après-midi, aujourd'hui, le site de l'Assemblée renvoyait vers une page fixe où l'on pouvait lire actuellement en maintenance. Une attaque dite par déni de service. Autrement dit, grosso modo, on fait bugger un site web en le saturant de requêtes, de fausses connexions. Ce collectif No Name 057 a revendiqué cette attaque sur sa chaîne Telegram en reprenant notamment les éléments de langage du Kremlin justifiant l'invasion de l'Ukraine par la présence sur son sol de néo-nazis. No Name revendique aussi une attaque contre le site du Sénat qui, lui, a priori, n'a pas abouti. Le site était toujours accessible aujourd'hui. Selon ce collectif, en tout cas, selon un collectif qui analyse cette situation, le collectif d'experts Thales, il y a environ 80 collectifs de hackers pro-russes comme celui-ci qui s'en prennent comme ça à des institutions des pays soutenant l'Ukraine. La semaine dernière, ces attaques ont bloqué le site d'Aéroport de Paris et visé aussi le site de la sécurité intérieure, la DGSI. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Oui, il ne faut pas prendre ça à la légère. Vous avez vu les sites qui ont été bloqués, la DGSI, les aéroports, l'Assemblée, le Parlement, d'une manière générale. La cybersécurité est le défi des prochaines années. Cyberterrorisme. Et le cyberterrorisme, tout ce qui est cyber, les cyberattaques, les ransomware, etc. Je rappelle d'ailleurs que dans la loi du ministère de l'Intérieur sur 5 ans, il y a 15 milliards qui sont prévus. Sur la lutte contre la cyber et la numérisation, il y a la moitié, 7,5 milliards. C'est une bonne chose. Il faut investir dans ce domaine-là. C'est la guerre de demain. Entre autres, plus la guerre classique, plus celle-là. Oui, absolument, parce que ils vont s'attaquer, ils commencent déjà à s'attaquer aux hôpitaux, donc c'est un gros problème. Merci beaucoup Félix Mathieu. On va revenir dans quelques instants avec Philippe Bilger qui sera avec nous, qui est toujours d'ailleurs, puis Elisabeth Lévy, Jean-Michel Fauvergue. On reviendra sur ce tour de table et juste le Parisien vient d'annoncer une mobilisation assez impressionnante demain de policiers, plus de 13 000 policiers pour la manifestation. Vous voulez réagir 0826 300 300. On revient dans quelques instants. À tout de suite. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Vous vous en êtes rendu compte, le contexte est un petit peu compliqué. Vous avez envie d'en parler, 0826 300 300. On est à la veille de cette mobilisation. Est-ce que vous allez aller dans la rue? Est-ce que vous décidez de ne pas y aller? Est-ce que vous avez peur des violences? En tout cas, vous nous appelez 0826 300 300. Avec nous, Elisabeth Lévy, Jean-Michel Fauvergue et Philippe Bilger. Bien entendu, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Et ça tombe bien, ils ont des choses à dire pour le coup. Philippe Bilger, pour vous, voulez revenir sur le coming out d'Olivier Dussopt. Alors, au départ, je voulais parler d'une femme que je continue d'admirer. Une femme qui J.K. Rowling, extraordinaire. Mais Olivier Dussopt m'a troublé. Non, Jean-Michel ne rêvait pas, je suis pas moderniste à ce point-là. Mais il a dit qu'il était homosexuel dans Têtu et il a affirmé que ça n'était pas une diversion par rapport à quoi ? Par rapport au débat sur les retraites. Ah oui, c'est ça. Et je suis frappé de voir à quel point, depuis quelque temps, d'abord, beaucoup de politiques n'hésitent pas à révéler ce qu'est leur vie intime, après tout, pourquoi pas. Marlène Schiappa l'avait fait. Mais n'empêche que, non, mais plus profondément, même c'est leur genre, leurs appétences. Et en réalité, chez Olivier Dussopt, ce qui me frappe, c'est que on avait presque l'impression qu'en disant qu'il était homosexuel, que ça allait démontrer quelque chose sur le plan politique, alors que ça ne démontre rien, ni pour ni contre. De la même manière qu'on peut être hétéro, comme
certains d'entre nous ici, et ça ne démontre pas forcément que nous sommes brillants. De la même manière qu'une femme peut être lesbienne, elle n'est pas formidable pour ça. Et je me souviens et je ne fais référence à un portrait qui avait été fait il y a quelques semaines d'une femme qui était devenue aux États-Unis, je crois, gouverneur d'un État, et on disait les lesbiennes, d'accord, très bien, elle est libre, mais on avait presque l'impression que c'était un titre de gloire sur le plan politique. Or, ça ne démontre rien. Elisabeth Lévy. Et Philippe a évidemment raison, mais ce qui est amusant, moi je me rappelle, il y a, je sais plus, peut-être un an ou deux, il y avait eu une sorte de polémique comme ça sur le LGBTisme, et on avait découvert, Oresco référence, qu'un des partis, disons, les plus LGBT, surtout G, était le Rassemblement National. Et là, dans les milieux gays, et alors, panique à bord, parce que pour eux, être gay, c'est bien. C'est exactement, être gay, c'est de gauche. Je veux dire, bon, ils n'ont jamais entendu parler des SA, c'est pas grave, mais il y a une tradition aussi d'homosexuels de droite, il y a une grande tradition. Ils n'ont pas de longs couteaux. Non, mais il y a aussi une grande tradition. Être homosexuel, c'est ni de droite ni de gauche en réalité. Dire d'ailleurs, mais eux considèrent que être gay, c'est bien, donc être gay, c'est de gauche. Et quand on a découvert qu'au Rassemblement National aussi, il y avait des homosexuels, alors là, si vous voulez, ça leur a pas plu du tout. Mais par rapport, si on a un peu de temps, je voudrais interroger Philippe. Et faire réagir notre ami Jean-Michel. Parce qu'il y a une demande, à mon avis, absurde de la société, si vous voulez, de tout savoir sur ses dirigeants, avec qui vous vivez, etc. etc. Non, je crois, pour pardon de vous couper, je crois qu'il a reçu tellement de messages homophobes et qu'il ne pouvait pas en parler. Et maintenant, il peut en parler les gens savent que voilà qu'il est homosexuel. Donc c'est parce qu'il a reçu énormément de messages homophobes. Avant. Bien sûr, non, mais en dehors de ça, la tendance, si vous voulez, la tendance Paris Match, si on veut, c'est-à-dire à se montrer dans son intimité, est-ce que c'est pas tout simplement pour répondre à une demande sociale qui est on veut tout savoir de vous? Sûrement, mais je suis frappé de voir tout de même que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de personnalités qui sans qu'on leur demande rien, disent qu'elles sont homosexuelles. Ça me frappe. Alors mais peut-être que c'est un mouvement positif, parce que j'ai toujours pensé que l'homosexualité serait acceptée à partir du moment où elle serait banalisée. Si on a le droit, au fond, de dire d'un homosexuel qu'il est médiocre, comme on peut le dire d'un hétéro. Et même Jean-Michel Fauvert, qu'on n'a pas entendu. Moi, je reste à ce qu'on m'a appris à l'école de police il y a très longtemps, puisque j'avais 40 ans de police avant d'entrer en politique. C'est que tant qu'on te demande rien, tu dis pas. Voilà, ça et même quand on demande, quelquefois il faut pas dire. Mais visiblement, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Bon, ceci dit, il va falloir l'accepter tel quel. Je voulais juste revenir aussi sur l'intersectionnalité, sur le fait que dans les luttes, vous avez un certain nombre de minorités qui se rassemblent et qui s'agrègent. Et on a vu le drapeau LGBT à Sainte-Saline avec les, avec les manifestants. Il y a donc une agrégation des luttes qui fait que toutes les minorités se retrouvent représentées partout, y compris dans la violence. Le tour de table d'Elisabeth Lévy. J'étais en train de te dire que si vous vouliez faire passer comme j'avais... je fais passer Jean-Michel Fauvert. J'écris des mots pour le TTP, pas CJN, il comprend rien. Il n'accepte que les mots doux. C'est quoi? C'est moi. Parce que j'ai trop parlé, donc je me dis que s'il reste moins de temps, ce sera pour moi. Voilà. Jean-Michel Fauvert, est-ce que la majorité relative est bien sérieuse? Est-ce que ce monde est sérieux, comme chantait Cabrel? Est-ce que ce monde est sérieux? Je trouve pas. Je trouve pas. Et pour exemple, vous savez qu'il y a un peu moins d'un mois de ça, en début de mois, le groupe Horizon a passé une proposition de loi en ramenant sur le tapis les peines planchées. Les peines planchées qui sont difficiles à appliquer. Sarkozy s'y est cassé les dents là-dessus, mais pourquoi pas? Et c'était une manière de fixer les choses et de dire voilà, on a une majorité composite, on s'empare du problème de la sécurité, en particulier sur les violences des policiers et des gendarmes. C'était là-dessus que Naïma Mouchou, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, a présenté cette proposition de loi. Qu'en est-il advenu? Le groupe Renaissance,
qui fait partie de cette majorité, qui est le bloc dur de la majorité composite, a donné instruction de voter contre. On est mal barré. Je me permets de vous le dire, on est mal barré sur les prochaines pour pouvoir contrer dans ce dispositif-là les gens du Rassemblement national et de la gauche extrême. Ça va être dur si on ne prend pas en compte cette demande des citoyens français de sécurité, de lutte contre l'immigration et de justice aussi, de justice. Mais pourquoi on est si mou ? Pourquoi on est mou comme ça ? Mais surtout, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'était pour ennuyer Édouard Philippe. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne sais plus qui a parlé des gens qui votaient contre leurs convictions, qui changeaient de conviction. C'est exact. C'est-à-dire qu'on se dit, juste pour leur chicaya des uns et des autres, c'est honteux. C'était il y a 3 semaines ou il y a 15 jours. Mais Jean-Michel, on a reçu Naïma Boutchou dans les vrais mots. On l'a invité, absolument, et je lui avais fait le reproche, tout en la félicitant, d'aller plus loin. Les peines planchées doivent revenir pour beaucoup d'infractions. Oui. Mais là, c'était un début. Oui, c'était poser la première pierre. C'était bien, absolument. J'en suis. Oui, enfin, en même temps, les peines planchées, après, les magistrats grimpent au rideau en nous disant individualisation des peines. Oui, mais il faudra trouver un autre moyen, Elisabeth. On trouvera bien le moyen de les faire accepter si on a un pouvoir intelligent et courageux. On peut toujours espérer en avenir. Oui, mais là, il y a des choses qui ne tiennent pas dans votre phrase. Allez, Elisabeth Lévy. J'ai un peu changé mon tour de table. Oui, sur ce drapeau européen, sur les mairies. Parce que je découvre, si vous voulez, que les députés Renaissance, qui n'ont certainement rien d'autre à faire en ce moment, ils doivent s'ennuyer, donc ils n'ont pas le temps qui ne peuvent pas voter cette bonne mesure, se sont mis en tête de voter une loi pour obliger les mairies, les maires, à mettre le drapeau européen au fronton de leur mairie. Alors d'abord, je dirais qu'en termes d'opportunité, il n'y a pas une grosse urgence. Deuxièmement, si vous voulez, je suis très attaché à la souveraineté nationale. Je ne vois pas ce que le drapeau européen m'affiche sur les frontons des mairies. À ma connaissance, on n'élit personne directement au niveau européen. Et précisément, un des reproches derrière, Philippe disait tout à l'heure, très intelligemment, que effectivement, j'avais tort de parler que de la réforme des retraites parce que c'était plus ça le sujet. Et un des reproches majeurs que les Français font à leurs élites, c'est l'impuissance politique. Impuissance politique qui est corrélée au fait qu'ils ont passé le relais avec joie, si vous voulez, se sont dessaisis du vrai pouvoir, parce que le pouvoir, c'est en kikinant, alors que ses apparences, c'est rigolo. Et je ne vous rappelle même pas le référendum de 2005. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, non seulement, c'est une proposition qui n'a strictement aucun intérêt, qui n'est que l'idéologie de Macron, qui croit qu'il va être chef de l'Europe et chef du monde, si vous voulez, et franchement, et qui en plus risque d'énerver beaucoup de gens. En tous les cas, moi, j'en ai ras-le-bol de voir le drapeau européen partout, et je ne veux certainement pas le voir au fronton de ma mairie. Voilà. Jean-Michel Fauvergue. Non, mais je pense pas que ça soit une idée du président de la République. C'est des députés. Mais il faut savoir comment ça fonctionne. Ça part en live au niveau des députés quelquefois. Et c'est celui qui aura la meilleure bonne idée pour se faire remarquer. Le boulot de député, c'est de se faire remarquer de la presse et donc par conséquent qu'il y ait des répercussions sur la circonscription. Mais ça marche plus comme ça de toute façon maintenant. Philippe Bilger, le drapeau européen, c'est un truc. Je suis d'accord avec c'est un machin, comme dit le général de Gaulle pour l'ONU. Alors qu'on ne sait pas régler les problèmes de la France, on nous colle l'Europe en plus. C'est une sorte de cache sec. Voilà. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec le coup de projecteur. On va vous parler des forces spéciales. Vous savez que les forces spéciales qui interviennent sur des terrains de guerre, bien entendu, souvent contre le terrorisme. C'est un maillon essentiel militaire français. Et puisqu'il y a un salon qui s'ouvre, c'est la 6e édition du SOFINS qui ouvre ses portes. Un rendez-vous européen unique. Et on parle des équipementiers des forces spéciales. Et on va revenir sur toutes ces innovations, sur cette technologie, des drones par exemple, enfin, en tout cas il y a pas mal de choses, vous allez voir, c'est fascinant. On revient avec eux dans quelques instants. Vous voulez nous appeler et poser des questions, bien entendu, au général Gomard qui sera avec nous, 0826 300 300. À tout de suite.
des fraises qui sont... C'est une petite bulle, voilà, dans les vraies voix. Ouais, on va revenir sur les forces spéciales, vous savez, qui interviennent sur des terrains de conflit pour faire face, entre autres, on le disait tout à l'heure, au terrorisme, un maillon essentiel de la puissance militaire France, air, mer et terre. Et on va y revenir à l'occasion de cette 6e édition du SOFINS qui ouvre ses portes en Gironde dès demain. C'est le rendez-vous européen qui regroupe les équipementiers des forces spéciales et des unités spéciales, comme le RAID qui est une unité spéciale. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va y revenir, bien sûr, Philippe, avec notre invité, le général Christophe Gomard, qui est avec nous. Bienvenue, bonsoir. Vous êtes ancien commandant des opérations spéciales et des directeurs du renseignement militaire. Et puis Benoît Saint-Cernin, qui est avec nous, président du Cercle de l'Arbalète, qui organise ce SOFINS et qui vient nous en parler pour une belle tombola. Bonsoir. Bonsoir, Benoît de Saint-Cernin. Bonsoir à tous, merci, je vous parle en direct du salon où nous sommes en train de finir les derniers réglages. Alors justement, quel est l'objectif de cette tombola? Parce que c'est quand même une tombola, on va dire, pour la bonne cause. Oui. Alors c'est une tombola en fait super exceptionnelle parce que ce qu'on appelle les chefs de composants, commando marine, les aviateurs, ont accepté d'offrir des lots complètement dingues, puisque par exemple pour les marins, le vainqueur va faire un saut à la mer en tandem, va être récupéré par une embarcation rapide et va faire un assaut sur un bateau. Donc ça ne s'est jamais fait, et c'est ça le lot qui va être... Alors Benoît, on vous entend pas très bien. Donc vous êtes là en direct du SOFINS, qu'on comprenne bien, et en fait vous vous mettez en place une tombola qui est destinée aux familles. Voilà. Aux familles des blessés et malheureusement aux familles des personnels en deuil, parce qu'il y en a malheureusement. Ah, ça a coupé. Ça a coupé. Vous m'entendez? Alors, vous entend. Oui, c'est bon. Moi, je vous entends. Excusez-moi, il y a 2 jours, on a perdu un opérateur du GIGN, Guyane. Voilà, vous voyez, c'est malheureusement l'actualité cruciale pour nous. Et dans quelques secondes, quand je vous aurai laissé à l'antenne, je démarre la messe pour les morts en opération. Et vous voyez, le livre de messe qu'on avait prévu est malheureusement déjà plus à jour à cause de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Et donc la tombola, elle est là pour soutenir ces familles qui payent le prix très cher, pour certains des blessures très lourdes et pour d'autres carrément le deuil. Et donc vous donnez la possibilité pour ceux qui donnent un petit peu d'argent de pouvoir remporter l'un des 4 lots dont vous venez il y en a un que vous venez nous expliquer, et il y a 3 autres lots, c'est ça, qui sont assez exceptionnels. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle les composantes. Donc, les commandos marines ont proposé un truc incroyable, mais les forces spéciales de l'air aussi, les forces spéciales terre aussi, et on a rajouté une unité spéciale, le GIGN, qui a offert un truc extraordinaire. Les gens vont sauter en parachute depuis un hélicoptère, vont aller faire une domiciliaire. Enfin, c'est extraordinaire ce qui a été proposé par ces composantes. Et honnêtement, les vainqueurs de la tombola, qui retrouvent sur le site sofins.fr, ils tentent leur chance, mais le vainqueur, il ne peut pas regretter ce qu'il va vivre. C'est un truc exceptionnel, hors norme, et c'est surtout la première fois que les forces acceptent de faire ça. Alors c'est sur Sofins, SOFINS.fr pour jouer à cette tombola qui est vraiment pour la bonne cause. Oui, absolument. Ah oui, complètement. Complètement. Tous les fonds, évidemment, comme tout ce genre de tombola, sont entièrement reversés aux associations. Et là, on a fait une sorte de Star Academy, c'est-à-dire que le lot marine qui aura généré un certain nombre d'achats, eh bien, ce sera pour l'entraide des fusiliers marins. Pour la terre, ce sera ce qu'on appelle Terre Fraternité. Le général Gomard pourra vous en parler. Ou bien les aviateurs, c'est la FOSA, et le GIGN, c'est la caserne Pasquier. Donc chacun va avoir généré par l'attirance de son lot un certain nombre un montant financier par composante. Et on verra qui l'a gagné. En tout cas, c'est un bel engagement, bien entendu, pour les familles en deuil ou en difficulté des forces spéciales. Merci beaucoup, Benoît de Saint-Cernin, d'avoir été avec nous, président du Cercle de l'Arbalète, qui organise donc ce grand salon qui s'appelle le SOFINS, et c'est en Gironde. Absolument. Voilà. Et si je peux dire un dernier mot, surtout vous retenez pas trop le général Gomard, on l'attend demain parce que c'est l'un des fondateurs du SOFINS, et on le fête demain avec tous ces autres fondateurs qui sont déjà arrivés. Voilà, c'est un petit message pour lui dire que ce serait bien qu'ils soient bien là demain. Vous savez quoi, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. On va le séquestrer, on verra l'efficacité des forces spéciales. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, il voulait vous dire un mot. Non, je voulais... de ça.
Bonjour Benoît, je voulais vous saluer. On se connaît, et le RAID a été invité à maintes reprises au Sofin. Oui. C'est un très très beau, c'est une très très belle démonstration que ce Sofin. Mais je m'étais laissé dire que le premier prix cette année c'était un canon César. On m'a trompé. Oui, on vous a trompé, oui. Oui, on vous a trompé parce qu'en fait ça a été donné à un autre pays. Voilà. Mais le général Gomard va mieux vous expliquer ça que moi. Le nom du vainqueur, il s'appelle Zelensky. Voilà, non, ce qui est dommage, c'est que Cécile, vous ne soyez pas là parce qu'on aurait pu vous faire sauter en parachute. C'est pas une blague. Vous seriez venu, on vous a sauté. Merci Benoît. Mais l'année prochaine, c'est promis, je serai là. Merci beaucoup Benoît de Saint-Cernin. Merci beaucoup. Et au reste, avec le général Christophe Gomard, on le disait, ancien commandant des opérations spatiales et pas spatiales, et directeur du renseignement militaire. Alors pour ceux qui connaissent, qui ne savent pas, la différence entre unité spéciale, qu'on entend souvent, et force spéciale, il faut le RAID par exemple et le GIGN, c'est une unité spéciale, et tout le reste ce sont des forces spéciales. Donc vous allez juste nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la différence, ce que c'est que les forces spéciales. Alors, les forces spéciales appartiennent aux forces armées, et les unités spéciales appartiennent soit à la gendarmerie, soit à la police. C'est comme ça qu'on peut faire la différence. Les forces spéciales en fait sont mises en œuvre à la fois par la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Donc c'est ce qu'on appelle les forces armées. La gendarmerie étant une composante militaire et la police étant une composante civile. Mais ces deux unités, à travers le RAID et le GIGN, effectivement, utilisent non pas les mêmes modes d'action, mais les mêmes savoir-faire, voire les mêmes matériels. Et j'allais dire, chacune de ces unités se nourrissent les unes des autres des savoir-faire. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Michel Fauvergue dans un passé qui commence à s'éloigner. Et qu'on a pu, effectivement, c'est comme ça que le RAID aujourd'hui peut utiliser les hélicoptères du commandement des opérations spéciales, ce qui n'était pas le cas avant. C'est comme ça que on s'entraîne avec le RAID, avec le GIGN, et aussi avec chacune de ses composantes. Donc chaque armée, en fait, met en œuvre un certain nombre d'unités, un certain nombre d'hommes. C'est environ 4000 au total de ces trois armées, avec des avions et des hélicoptères, qui sont en mesure de mener des opérations partout dans le monde, en tous les cas partout où la France leur demande d'aller, et en tous les cas où le chef des armées, le président de la République, leur demande d'aller via le chef d'état-major des armées. Mon général, ça veut dire que ces opérations spéciales sont déliées des règles ordinaires dans leurs interventions? Non, absolument pas. Elles respectent totalement, j'allais dire, le code d'éthique militaire, et ce sont des actions qui sont menées dans le cadre, qui sont des actions légales. Et qui sont dans le cadre d'opérations militaires. C'est absolument pas le cas, par exemple, de ce que peut faire, par exemple, le service action de la Direction générale de la sécurité extérieure, qui est une unité différente, c'est une unité qui appartient à l'armée de terre, qui est employée par la DGSE et qui agit de manière clandestine, ce qui n'est pas le cas des forces spéciales. D'accord. Alors, ça ne m'aurait pas gêné. Donc il y a ce salon aujourd'hui, Sofin en Gironde, qui traite, enfin en tout cas, ce sont des PME et des PMI sur tout ce qui a trait justement au matériel et aux besoins justement de ces forces spéciales pour être déployées sur le terrain. Oui, l'idée qui a prévalu à sa création en 2013, c'est une liaison en fait entre des PME françaises qui n'ont pas des fonds suffisants pour développer des matériels qui seraient utiles aux forces spéciales, des forces spéciales qui voulaient des circuits courts pour acquérir du matériel qui leur serait utile à leur mission. Et pour ça, eh bien, on a réuni à Souges des délégations étrangères qui sont en mesure d'acheter ce que proposent ces PME françaises, des unités françaises qui, elles, sont en mesure d'acheter puisque c'est fabriqué en quantité suffisante pour qu'un industriel, j'allais dire, en tire des bénéfices, évidemment. Et ça a été créé grâce en partie à Jean-Yves Le Drian à l'époque que j'avais été voir et qui avait lancé une relation PME Défense, un partenariat PME Défense, et donc ça tombait bien finalement. Et c'est la 5e édition puisque ça a lieu tous les 2 ans et ça réunit effectivement, je crois que la première édition réunissait 35 délégations étrangères. Aujourd'hui, ça réunit le double. Il y avait une centaine d'exposants et je crois qu'aujourd'hui il y a presque 300 exposants. Donc c'est bien la preuve que ça attire beaucoup de monde. Je voulais prolonger évidemment la question de Philippe parce que c'est vrai dans les séries, pardon, dans le micro toujours. Dans les séries, on voit bien les forces spéciales, ça sent la barbouzerie, si vous voulez, c'est des gens, effectivement. Mais donc,
Comment ça s'articule avec, parce qu'on a quand même, on a des services de renseignement, soit qui dépendent de la police, soit qui dépendent du ministère de l'Intérieur, soit qui dépendent de l'armée, la DRM. Donc si j'ai bien compris que vous dirigiez. Donc quel est le rôle de forces spéciales et pourquoi les appeler spéciales si dans le fond elles suivent exactement les mêmes règles que les autres, à part pour exciter un imaginaire romantique, si vous voulez, qui va très bien avec. Non, elles sont. D'abord, oui, vous avez raison. Les services de renseignement militaire bénéficient de ce que trouvent sur le terrain les forces spéciales. Et pour avoir été commandant des opérations spéciales et directeur du renseignement militaire, effectivement, il y a bien un lien entre les deux. Même si les forces spéciales sont là plus pour agir, mais au sein de ces forces spéciales, il y a des unités qui font du renseignement et qui sont là justement pour les recueillir. Elles sont très utiles, par exemple, dans la recherche d'otages, elles sont très utiles dans la recherche de chefs djihadistes, et elles sont spéciales dans la mesure où, effectivement, elles utilisent des modes d'action différents de l'armée dite conventionnelle, qui utilise des modes d'action plus traditionnels. Et leur devise, d'ailleurs, c'est faire autrement, c'est-à-dire, en fait, de faire comme l'adversaire ne s'attend pas à ce qu'on fasse. Par exemple, au Mali, il y avait des militaires qui étaient là, effectivement, qui avaient parfois des affrontements, mais il y avait aussi des forces spéciales. Donc, oui, par exemple, en 2013, en janvier 2013, c'est les forces spéciales qui sont intervenues et qui ont reconquis toutes les villes jusqu'à Kidal. J'étais à l'époque le patron, il y avait environ 200 forces spéciales, puis je les ai faites monter à 400 pour effectivement combattre les djihadistes, à la fois dans l'Est, du côté de Gao, et à la fois dans l'Ouest, du côté de Ménaka. Il y a des femmes ? Peu de femmes. Il y a des femmes dans l'environnement des forces spéciales. Oui, bon, d'accord. Non, mais dans l'environnement, ce que je veux dire par là, qui sont présentes au commandement des opérations spéciales, il y en a moins en tant qu'opératrices de forces spéciales. Je vous raconte la blague de Jean-Michel qui me dit elle pour le café, mais je sais que c'est une blague. C'est pas vrai. Pour revenir sur ce salon qui est, on le rappelle, extrêmement sécurisé, c'est-à-dire que très peu de gens qui peuvent y avoir accès. Vous parliez tout à l'heure de pays étrangers, ça veut dire que c'est en délégation étrangère. J'imagine que ce sont que des pays de l'OTAN, que des pays amis. Alors, ce sont des pays amis, ce ne sont pas forcément des pays de l'OTAN. C'est vrai qu'il y a beaucoup de délégations de pays qui viennent de l'OTAN. Et vous avez cette année, je crois, des Ukrainiens, par exemple. Vous avez des Israéliens. Vous avez, il n'y a pas de Russes cette année. En 2013, il y avait des Russes, parce que l'époque était à la détente avec effectivement le monde de l'Est. Il y a par exemple des Irakiens. En fait, il y a un tas de pays qui viennent. Et c'est un moyen pour la France également de faire de l'influence auprès de ces pays en aidant, en armant, en équipant, ou en aidant à l'équipement de ces pays. Et donc, effectivement, d'envoyer des instructeurs potentiellement et donc, effectivement, d'accrocher ces pays à la France. Il y a quand même des choses que l'on garde pour nous. C'est-à-dire qu'on ne montre pas, même s'ils sont présents sur le salon, des délégations étrangères à qui on ne montre pas certaines innovations. On est d'accord ? Vous avez entièrement raison. Il y a certaines innovations qui ne sont montrées qu'à des unités françaises ou qu'à des Français. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Oui, je voulais juste préciser que les forces spéciales sont elles qui interviennent sur les prises d'otages à l'étranger. Le GIGN, le RAID interviennent sur le territoire national, les forces spéciales à l'étranger. Il y a eu plusieurs interventions de ce type-là. Et d'ailleurs, il y a quelques années de ça, on a perdu deux commandos marines. Deux commandos marines. Oui. Donc il faut leur rendre hommage là-dessus. Il y a plein d'opérations comme ça. Oui. 0826 300 Lionel, vous vouliez poser une question ? Oui, tout à fait. Je voulais poser une question. Bonjour mon général. Bonjour. Enfin, rebonjour à toute l'équipe. Ces salons de l'armement, alors là, c'est sûr que c'est de l'équipement pour les forces spéciales. Est-ce que, alors je sais qu'en France, on a un équivalent de la DARPA, par exemple, aux États-Unis ou d'autres. Alors, c'est quoi la DARPA? Parce que la DARPA, je ne sais pas. La Défense Advanced Research Programme. D'accord. Oui. Programme avancé de recherche de défense. Ouais, exactement. Et moi, j'aurais aimé savoir en fait comment on était classé finalement au niveau mondial en recherche justement parce que l'armement regroupe évidemment tous les avions qu'on voit passer, mais ça regroupe justement tout cet équipement d'infanterie de très haute technologie qu'on voit et qui font bien souvent la différence. J'aurais aimé savoir comment on était classé finalement au niveau mondial et est-ce que c'était un vrai business, c'est-à-dire que le business de l'armement en France représente quand même un joli billet. Et j'aurais aimé savoir si les équipements comme ça de l'infanterie représentaient une part substantielle de ce commerce. Voilà. Général Gomard. Alors évidemment, ce sont des petits volumes. Il existait avant ce salon, ce SOFINS, 2 salons, un en Jordanie et l'autre aux États-Unis. Et donc c'est le 3e salon de ce type qui s'adresse plus au monde des forces spéciales et aux services de renseignement. Alors évidemment, ce sont des petits volumes, mais en termes d'innovation, par exemple,
on est très avancé en termes de lutte anti-drone. Et donc, je pense que sur ce salon, il y a beaucoup de systèmes anti-drone. Il y a des systèmes de drones, comme des essaims de drones, par exemple. Il y a également de l'intelligence artificielle qui vient accompagner, c'est-à-dire que vous regardez dans votre jumelle et vous êtes capable d'identifier la personne que vous observez en vous disant c'est bien Monsieur Dupont ou ça n'est pas Monsieur Dupont. Vous avez des tas d'innovations comme ça. Le camouflage, par exemple. Oui. Le camouflage également est un vrai savoir-faire français. Il y a des tas de domaines dans lesquels on est assez à la pointe et finalement les gens viennent chercher des idées également sur ce salon. C'est-à-dire que les services de renseignement sont sur tous les salons d'armement pour regarder ce qui est en vente, ce que fabriquent les fabricants d'armes. Et des startups, j'imagine aussi. Ah, c'est beaucoup. En fait, ce salon est surtout dédié aux PME, aux startups, en effet. Ouais, c'est ça. Qui sont très nombreuses, puisque sur 330 exposants, il y a beaucoup effectivement de petites entreprises. Il y a les gros comme Thales ou comme Airbus, etc. Mais il y a beaucoup de petites, oui. Alors, deux choses. La première, peut-être, vous pouvez nous parler d'innovation spécifique. Oui. On m'avait promis du gadget et des choses. Faites-nous rêver. Pardon. Oui. Et mais la deuxième chose, c'est est-ce que les politiques sont suffisamment conscients, là je ne parle pas d'un gouvernement en particulier, mais de tous, de l'enjeu que tout ça représente pour nous, de l'enjeu que représentent nos industries de défense, l'équipement de nos armées, l'équipement aussi. Ou est-ce que vous avez l'impression d'être un peu tout le temps en train d'aller taper aux portes, quémander auprès des pouvoirs publics? Alors les militaires vous diront qu'ils n'ont jamais assez, mais comme tout à chacun, j'allais dire. Maintenant, c'est vrai que les politiques sont très intéressés par ça. L'inauguration du salon 2013, Jean-Yves Le Drian était là, et je crois que tous les ministres de la Défense ou des Armées sont venus sur ce salon. Sébastien Lecornu ne viendra pas, je crois, parce que j'ai cru comprendre que les ministres devaient rester, ne pas trop se déplacer en province à l'heure actuelle, si je comprends bien. Mais en tous les cas, il était bien destiné à venir. Et ils sont bien appliqués, ils sont très intéressés d'ailleurs par ce monde. En fait, c'est des petits budgets au regard, effectivement, ça n'est pas une commande de 200 Charles Leclerc ou de X Rafale. Ce sont des budgets beaucoup moindres, mais qui effectivement font une vraie différence. Le vrai combat aujourd'hui, par exemple, c'est la furtivité. Et on voit bien à travers la guerre en Ukraine qu'aujourd'hui, avec les drones, tous les drones, c'est une guerre transparente. On arrive à observer des soldats, on voit des drones qui larguent des grenades sur des groupes de soldats, ou sur des PC ou sur des chars. Oui, des drones kamikazes. Des drones, alors pas forcément des drones kamikazes, des drones qui lâchent, enfin qui emportent des grenades ou des petits obus et qui les lâchent au-dessus d'une cible, au-delà des drones kamikazes. Et comment est-ce qu'on devient plus furtif qu'avant pour disparaître aux yeux de ces drones, pour éviter d'être frappé finalement. On peut pas rester dans une maison, sinon on n'avance pas. C'est pas comme dans Astérix où on se mettait des palmes sur la tête. Est-ce que c'est l'arme aujourd'hui presque ultime contre et pour nous? C'est-à-dire que les drones sont une arme redoutable. En 2013 ou en 2012, lorsque j'étais patron de forces spéciales, j'avais été voir mon homologue américain qui était l'amiral Bill McRaven, et lui m'a dit mais Christophe, moi je ne mène aucune opération sans avoir un drone au-dessus de la tête qui est là pour observer ce qui se passe aux alentours de l'action. Et la France a acheté des drones Reaper. Alors ça, c'est les drones moyenne altitude, longue endurance, c'est-à-dire qui restent en l'air au moins 24 heures. Aujourd'hui, tout se fait avec des drones. Et on voit bien que le fantassin qui avance se fait précéder par un drone qui regarde derrière la colline. Il anticipe, donc, c'est absolument nécessaire. Les drones, en général, ça date il y a longtemps. Oui, ça date parce que non, ça date. L'armée de terre française en a depuis déjà plus de 30 ans. Mais c'est vrai que l'industrie française n'a pas su en développer. Et on a acheté du drone américain. Les Israéliens étaient très forts en matière de drone. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à travers les Iraniens, par exemple, ce que les Russes achètent aux Iraniens, ou ce que les Turcs font également. Donc aujourd'hui, c'est l'arme obligatoire. Un dernier mot de Jean-Michel. Oui, la problématique sur les drones, c'est qu'on a un monde politique en particulier qui s'est opposé à ça longtemps. Alors les militaires sont sur l'extérieur, mais moi je me rappelle sur la loi sécurité globale que j'ai passé, on a travaillé sur les drones. Le Conseil constitutionnel nous a sabré là-dessus. Donc il y a une vraie bataille à avoir sur cet aspect-là, en tout cas pour les forces intérieures. Oui, parce que le drone, il y a une matière derrière. Est-ce que le drone doit être armé ou pas armé? On pose une question d'éthique. Est-ce que c'est un robot tueur? Mais en fait, derrière un drone, il y a toujours un téléopérateur. C'est-à-dire toujours quelqu'un, il y a toujours un pilote de ce drone. Il y a toujours quelqu'un qui voit ce que le drone est en train de faire. S'il largue une grenade, sur quoi il la largue? C'est-à-dire que c'est pas un drone qui va taper tout. C'est pas comme les V1 pendant la Seconde Guerre mondiale qui allaient taper n'importe. Voilà, absolument. Merci beaucoup, Général Christophe Gomard, d'avoir été avec nous, ancien commandant des opérations spéciales et directeur du renseignement militaire. Vous allez retourner bien sûr au Sofins. On dit Sofins ou Sofins?
Je crois que les deux se disent. Voilà. En fait, c'est un acronyme malheureusement anglo-saxon qui veut dire Special Operation Forces Innovation Network Seminary. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'on prononce plus à l'anglais, SOFINS. Mais ça pourrait surtout être en français, franchement. Bah oui, il fallait rassembler large. Ah bah oui. Et c'est en Gironde en tout cas. Voilà, si vous voulez. Et puis je vous rappelle cette tombola. Allez donc sur le site internet si vous voulez donner pour les familles en deuil ou les familles en difficulté des forces spéciales. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Et on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce genre de sujet, ça nous fait c'est la dernière ligne droite avec nos vraies voix. Vous l'avez entendu, Elisabeth Lévite avec nous, Philippe Bilger et Jean-Michel Fauvergue. Et ça sonne au 0826 300 300. Et Christophe qui nous appelle du Morbihan. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Ouais, bonsoir à tout le monde, Philippe, Cécile et Philippe. Bonsoir. Voilà, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui est en train de se passer, je pense et intimement convaincu qu'on est dans un moment de l'histoire de la France où tout peut basculer. D'accord. Vous voulez revenir sur le sujet du chaos et des manifestations? Oui. Un petit peu. En cumulant plusieurs choses. On a l'histoire des bassines, donc le problème climatique. On a la guerre. Qui est très proche de nous, qui bouillonne aussi sur l'Asie du Sud-Est, au niveau de la Chine, et voilà. On a le coût de la vie, on a les TPE et PME qui vont très très mal. On est à la sortie des bilans là dans très peu de temps, la fin mars, début avril, là on y est. Il va y avoir malheureusement beaucoup de casses, beaucoup de faillites, donc tout cumulé. On est sur quelque chose, on est sur une vraie bombe en fait. Et au final, pour un petit peu la résultante de mes dires, je pense que l'histoire de France se réitérera et le peuple va reprendre et va être obligé il va se passer des choses très graves pour moi. D'accord, ok. Pour faire réagir les vraies voix, c'est pas comme une constante dans l'histoire de France que ce pays ne se réforme toujours que dans la douleur. Philippe Bilger. Voilà, exactement Philippe. Oui, mais d'une certaine manière, malgré le propos très pessimiste de notre ami Christophe, je pense que c'est lorsqu'on est arrivé véritablement au fond du trou que là, la prise de conscience de l'obligatoire révolution s'opère. Je veux dire, et il est évident que peut-être on n'y est pas encore assez dans le chaos. Et pardon, mais là je vais devoir contester, mon cher ami Philippe, c'est que pour qu'il y ait révolution, il faut quand même qu'il y ait un projet révolutionnaire. Or, on voit de la colère, mais la colère, ça n'a jamais fait une révolution. Je ne vois pas de projet aujourd'hui révolutionnaire, parce qu'en fait, c'est pas les petits bourgeois énervés d'LFI, si vous voulez, qui vont, à mon avis... Révolution au sens de total, changement total, pas forcément le marxisme. Mais même, il faut un projet. Il faut un projet... si vous voulez, il ne suffit pas qu'il y ait de la colère. Il faut un projet. En 1917, il y avait un seul projet, renverser le tsar. Et en 1789, on a fait le roi. Il nous reste 7 secondes pour... du tout. Pardon, on peut se lancer dans une discussion sur la révolution de 17. Là, on va un peu loin. Si on pouvait être un peu plus contemporain. Jean-Michel Fauvergue. Le mot de la fin. Oui, enfin moi je pense pas qu'on soit dans cette situation-là. La France, d'abord, on est un peuple régicide, il faut pas l'oublier. Et à chaque fois, on veut tuer nos rois, sauf qu'on peut plus guillotiner quelqu'un qui a été légitimement élu aujourd'hui. Ça n'aurait aucun sens. Et la deuxième chose, c'est que on a toujours fonctionné comme ça, avec des hauts et des bas, avec une gestion paroxystique des choses. On n'est pas non plus dans une plutocratie où le pouvoir est au plus riche, avec une espèce de talon de fer, comme disait Jack London, c'est-à-dire un pouvoir des riches qui écrase tout le monde. On n'est pas là-dessus, au contraire, on est dans un système qui distribue beaucoup. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de colère, on est dans un système qui distribue le plus, qui protège le plus. C'est difficile de faire plus que ça. Donc, je crois pas du tout. Je pense que les choses vont durer, mais elles vont rentrer dans l'ordre. Je crois pas du tout qu'on est à la veille d'une révolution de quoi que ce soit. Merci en tout cas beaucoup, Christophe, de nous avoir appelés. Merci
Merci Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci Jean-Michel Fauvergue. Merci beaucoup Elisabeth Lévy, qu'on retrouve aussi, vous deux, qu'on va retrouver assez prochainement, en tout cas, je l'espère. Et dans un instant, les vraies voix citoyennes, on va vous parler d'associations qui s'engagent. Et on va revenir sur cette association des policiers qui serait en détresse psychologique en France. Et sur finalement une association qui va peut-être donner les clés de la République aux citoyens. 0826 300 300, vous voulez nous en parler, c'est dans quelques instants. À tout de suite.